Je crois que s'engager, c'est inspirer aussi les gens autour de nous, de leur dire que si toi, une personne lambda, peut finalement changer les choses à ton échelle, bien tout le monde est capable de le faire aussi. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon petit niveau, pour laisser un monde meilleur ? Si on attend d'être parfait, on ne se lancera jamais, on ne commencera jamais. La clé essentielle du féminisme, c'est la notion de sororité. Ça sert à rien d'avoir 15 jeans dans son placard vu qu'on n'en porte que 2. Bien consommer aujourd'hui, c'est acheter des belles pièces et pouvoir les accessoiriser, les réinventer, les porter différemment. Vraiment savoir ce qu'on achète parce qu'on l'aime vraiment et qu'il est intemporel aussi. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque mercredi, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Cet épisode est le 4e d'une série de 5 conversations enregistrées avec 5 personnalités choisies pour leurs engagements dans la mode responsable. Ce projet a été imaginé en collaboration avec Purpose Climate Lab, une organisation à impact social qui soutient les initiatives faisant avancer la lutte pour un monde plus juste et plus durable. À la fin de chaque épisode, mes invités ont listé leur marketing coup de cœur, des marques qu'elles jugent transparentes et engagées pour une mode plus humaine et plus écologique. D'ailleurs, après avoir écouté cette conversation, nous vous invitons à partager avec nous sur les réseaux sociaux vos marques de mode responsable préférées en utilisant le hashtag #UneModeMeilleure et en taguant @nouveaumodèle.podcast. Toutes ces marques seront ensuite réunies dans une lettre ouverte que vous pourrez signer et que nous enverrons aux médias et au gouvernement. C'est une façon pour nous de soutenir ces projets durables et d'appeler le gouvernement à agir encore plus pour encourager une transformation profonde de l'industrie textile. Allez, c'est parti et pour ce 4e épisode, je reçois Asma, la fondatrice du blog engagé Take It Green. Cet épisode a été enregistré à distance car Asma habite à Montpellier. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Asma, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation pour ce projet. Je suis ravie de te compter parmi les participantes. Alors pour commencer, j'aimerais qu'on remonte en arrière, que tu nous parles de ton enfance. Alors où est-ce que tu as grandi ? Quel genre d'éducation tu as reçu de la part de tes parents ? Ça nous permettra de te connaître un petit peu mieux. Alors, moi, je suis née en Corse en 1990, donc j'ai 30 ans. Je suis née, j'ai grandi dans une petite maison entourée d'animaux. J'avais des chats, des chiens, une chèvre, des poules. Donc, j'ai grandi plutôt bien entourée. Au niveau de mon éducation, ça a été une éducation très traditionnelle, très ancrée dans la culture marocaine, puisque mes 2 parents sont marocains. Et puis, j'avais ce message de tous les enfants d'immigrés, je pense, qui était il faut réussir, l'école est une chance, fais de ton mieux, etc. Donc c'est vrai que ça a beaucoup joué dans la construction de qui je suis aujourd'hui. Ok, génial, c'est bien précis. Merci pour ça. Alors tu es la créatrice, on va rentrer dans le vif du sujet. En fait, tu es la créatrice du blog Take It Green. Oui. Comment est née l'envie de créer ce blog et surtout quel message tu as envie de faire passer à travers ça ? Alors, c'était en 2014. En fait, j'ai lancé un compte Instagram où je partageais des recettes do it yourself de beauté au naturel. Et du coup, en fait, ça a plutôt bien marché sur Instagram. J'ai commencé à avoir une belle petite communauté. Et puis, le blog est né en fait de mon envie de rendre ça un peu plus concret. En fait, au début, c'était juste un passe-temps. Et puis, finalement, c'est devenu mon métier. Et au niveau de ce que j'ai envie de transmettre, au début, c'était de montrer que la beauté naturelle, etc., était tout aussi efficace que la beauté traditionnelle. Mais aujourd'hui, en fait, ça va plus loin que ça. J'ai envie de montrer que, en fait, être écolo, c'est simple, c'est à la portée de tout le monde et surtout, c'est essentiel aujourd'hui. Et tu racontes aussi sur ton blog, il y a quelque chose qui m'a marqué. Tu dis, avant de passer à un mode de vie plus responsable, tu étais une consommatrice collectionneuse et acheteuse compulsive. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Écoute, à l'époque, tu sais, je venais d'avoir mon premier job, etc. Et du coup, mon premier vrai salaire après les années étudiantes, en général, ça fait tourner la tête. Et du coup, je consommais vraiment de façon, très, très compulsive. Et en plus, à l'époque, j'habitais en face d'un centre commercial. Donc, autant te dire que c'était un petit peu la mort du porte-monnaie. Et en termes de comportement,
comportement, c'était, je pense que on peut qualifier ça de comportement vachement toxique, puisqu'en fait, j'avais tout le temps besoin d'acheter. Et puis au final, en fait, en me plongeant un petit peu dans mon cheminement écologique et en découvrant tout ce qu'il y a autour, finalement, j'ai changé et petit à petit, ma consommation a diminué et est devenue beaucoup plus éthique, voire totalement éthique aujourd'hui. Ouais, ça, il y a eu vraiment un cheminement progressif où t'es passé, il y a eu un avant, un après, quoi, si je comprends bien. Complètement. En fait, je me suis pris un petit peu une claque d'informations, en fait, j'ai fait l'erreur dans mon parcours de tout arrêter tout de suite. Ensuite, j'ai replongé, forcément. J'ai fait une espèce de crise de boulimie d'achat de vêtements, etc. Et puis après, je me suis dit non, il faut pas passer du tout au tout. Faut y aller progressivement. Et c'est comme ça que j'ai changé de manière beaucoup plus durable. Ouais, parce que c'est pas évident. Enfin, si on change tout du jour au lendemain, on aura peut-être tendance à plus facilement retomber dans nos travers que si on le fait de façon progressive. Oui, complètement. Je ressentais beaucoup de frustration et je pense pas que ce soit le but, quoi. Ouais, non, parce que si ça devient une contrainte, on n'a plus trop envie de le faire. Donc, c'est embêtant. Et à quel moment, précisément, tu as pris conscience des dérives de l'industrie textile ? Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas derrière l'industrie de la mode. Je crois qu'on a tous grandi avec le fameux les enfants qui fabriquent les baskets Nike. Je crois qu'on l'a tous entendu. Mais je n'avais jamais creusé par égoïsme, parce que j'avais pas envie de savoir ce qui se cachait derrière les vêtements que j'achetais. Et puis un jour, je me suis dit, bon, allez, il est temps d'affronter la réalité et la vérité. et en fait, ce que j'ai appris m'a complètement chamboulée finalement, parce que j'avais une vision de l'écologie qui était pas globale, tu vois, à l'époque, et je me suis rendu compte du côté sociétal du truc, et c'est là où je me suis dit non, je peux pas continuer comme ça. En fait, je respecte la planète, je respecte les animaux, le minimum c'est que je respecte les êtres humains aussi quand même. Donc voilà. Ouais, ça a commencé par une prise de conscience plus sur les droits humains, le côté social. Ouais. Et ça a continué sur l'environnement, du coup, après? Enfin, tu t'es rendu compte des dérives environnementales ensuite de l'industrie textile? C'est ça, je me suis rendu compte qu'en fait, tout était lié. Quand on creuse la question, on se rend compte que, voilà, qu'au niveau de l'environnement, c'est tout aussi catastrophique. Rien ne va. Effectivement. Tu dis aussi quelque chose d'intéressant sur ton blog. Tu dis qu'il a définitivement changé ta vie. Donc c'est assez radical. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Enfin, c'est-à-dire de quelle façon il a complètement changé ta vie? Écoute, à l'époque, quand j'ai lancé mon compte Instagram, je venais d'être diplômée d'école de commerce. Je me voyais faire carrière dans le marketing. J'avais absolument aucune conscience écologique, si tu veux. Moi, mon rêve, c'était de faire le tour du monde. Tu vois. Et au final, en fait, grâce à ce blog, grâce à ces recettes do it yourself, j'ai commencé un cheminement qui m'a amené à ce que je suis aujourd'hui et qui est complètement différent de qui j'étais il y a 10 ans. Il y a 10 ans, tu m'aurais dit que mon rêve c'était d'avoir une ferme avec des animaux dans le fin fond de la campagne française, vous ne t'aurais pas cru, quoi. Donc ça m'a changé la vie aussi, parce que je me suis rendu compte qu'en fait le travail c'était pas, le travail dans le sens comment expliquer ça, la carrière. Oui, voilà, la carrière plutôt. Ouais, la carrière c'était pas central en fait dans ma vie aujourd'hui. Et j'ai changé du tout au tout en fait. Je suis passée d'une petite jeunette carriériste à une femme beaucoup plus terre à terre et qui a des convictions qui dictent vraiment tous les aspects de ma vie et tous les choix que je fais aujourd'hui. Ouais, beaucoup plus aligné avec tes valeurs, en fait. Complètement. Et puis, j'aurais jamais cru pouvoir vivre de mon blog, pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, travailler avec les marques avec lesquelles je travaille. C'est assez fou, en fait, finalement. Ouais, il y a 2 Asma. Une d'il y a 10 ans et une aujourd'hui. Complètement. Et comment tu choisis justement les marques avec lesquelles tu travailles sur ton compte Instagram, sur ton blog, celles que tu mets en avant?
pour moi, il faut qu'elle soit éthique sur toute la ligne en fait, mais vraiment toute la ligne, c'est-à-dire l'approvisionnement, le marketing, que ce soit pas tapageur, les packaging au possible, l'éthique aussi au niveau de la société, au niveau des personnes avec qui elle travaille, etc. Et puis l'éthique aussi vis-à-vis des blogueuses, parce que c'est très sympa de se dire éthique, mais c'est bien aussi de penser à nous et de nous payer comme on paye ses employés ou ses fournisseurs. Et du coup, toutes ces choses-là font que j'ai de la chance d'être approchée par des entreprises en général qui ont les mêmes valeurs que moi. Et puis, c'est comme ça que je choisis celles avec lesquelles j'ai envie de travailler. Et j'imagine qu'entre 2014 et aujourd'hui, tu as dû voir une sacrée évolution dans le monde de l'industrie textile, parce que c'est notre sujet, mais de façon générale du côté des entreprises. Oui, complètement. Bah déjà, beaucoup plus d'alternatives en termes de mode éthique, des alternatives qui fleurissent partout, et c'est hyper plaisant. C'est super en fait de voir la dynamique se créer, de voir cette espèce d'énergie qui commence à se propager au niveau de la mode, puisqu'on voit quand même que les grandes marques aussi veulent s'y mettre, hein, même si on sait très bien que c'est du greenwashing. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un vrai dynamisme ces dernières années, et c'est super beau à voir. Ouais. Et ça t'arrive souvent de refuser des marques qui remplissent pas les critères que tu t'es fixés? Oui, ça m'arrive plus souvent que je refuse plus souvent que je n'accepte en général les partenariats. Bon, je suis devenue en fait, avec le temps, si tu veux, je suis devenue un peu plus sélective. Mais oui, ça m'arrive. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est difficile quand on est de son métier, quand on est une blogueuse éthique. Oui, non, honnêtement, voilà, hein, il y a des mois qui sont très compliqués, mais après, j'ai un rapport à l'argent qui fait que aujourd'hui, je peux me contenter de beaucoup moins qu'il y a quelques années. Et puis, pour être totalement transparente, le fait d'avoir mon conjoint qui a une stabilité financière, ça m'aide à être beaucoup plus libre. Ouais. Et comment, parce qu'on l'a dit, c'est tout un cheminement, la conscience écologique, elle se fait pas du jour au lendemain. On peut pas changer du jour au lendemain si on veut l'inscrire dans une démarche durable. Comment elle se développe encore aujourd'hui, cette conscience éthique, écologique que tu as? Alors moi, c'est beaucoup de lectures qui m'inspirent, des documentaires, et puis des contes inspirants qui font que ma vision, d'ailleurs, a complètement changé ces derniers mois. Donc, je pense que c'est hyper important de nourrir sa vision de l'écologie, parce que si tu veux, il y a quelques années, j'étais dans une écologie très privilégiée, à me dire que c'était simple d'être écolo, mais je fermais les yeux sur tout un pan de la population qui avait pas les facilités que j'avais, qui n'avait pas les privilèges que j'avais. Et c'est grâce à toutes ces lectures et tous ces contes inspirants qu'aujourd'hui j'ai une vision, je pense, beaucoup plus globale de l'écologie. Ouais, et t'aurais des recommandations, ou, enfin, après, je te prends un peu au dépourvu là, mais je sais pas s'il y en a qui t'ont particulièrement marqué que tu pourrais partager avec nous. Alors, des lectures, j'ai Tout peut changer de Naomi Klein. C'est un gros pavé, hein, je suis dedans, mais je pense qu'elle résume parfaitement la problématique de l'écologie aujourd'hui et de l'urgence écologique. Alors, il y a le compte Instagram Youth for Climate qui est hyper inspirant, je trouve, qui partage énormément de ressources et d'informations sur une écologie vraiment inclusive, quoi. Ouais, c'est ce que tu reproches un petit peu aujourd'hui au mouvement écologique, de pas être assez, on parle aussi d'écologie décoloniale, de pas être assez inclusif finalement, d'être très, on voit souvent les mêmes têtes, quoi, des personnes blanches privilégiées. Complètement. Moi, je viens de finir une écologie décoloniale de Malcolm Ferdinand, et je me suis pris une claque monumentale. Bon, moi, je me rendais compte en tant que personne racisée que voilà, je me sentais pas vraiment à ma place dans le mouvement écolo français, mais effectivement, au-delà de ma place, il y a
la vision complète de l'écologie est à revoir et comme je te disais, moi j'avais une vision complètement erronée, une vision complètement privilégiée de cette problématique-là qui mettait de côté des pans entiers de la population. Donc oui, il y a un vrai problème. On peut pas, si tu veux, on peut pas continuer à dire la nature avant tout. On peut pas réfléchir comme ça, puisqu'en fait les inégalités qui ont créé ce réchauffement climatique, si tu veux, c'est ce dérèglement climatique, sont encore là. Donc il faut avoir une vision vraiment globale, et c'est pour ça que je dis tout le temps que justice climatique et justice sociale vont de pair. Ouais, mais ça c'est hyper intéressant d'avoir cette vision-là de à la fois qu'on peut pas finalement dissocier la question sociale de la question écologique, que les deux sont vraiment intimement liés, quoi. Oui, complètement. Et comment tu transmets toutes ces valeurs à ton fils? Alors il est tout jeune, donc j'imagine que bon c'est le début, mais comment tu lui transmets ces valeurs? Écoute, tu sais, déjà enceinte, j'étais en train de regarder des documentaires sur l'antiracisme, donc je pense qu'il a eu des énergies très révoltées qui lui ont été transmises. Mais au-delà de ça, oui, il est encore tout petit, il a que 13 mois, mais j'ai pour ambition de vraiment l'imprégner de toutes ces valeurs-là par, j'imagine, des jeux, des lectures, des activités, et puis des sorties dans la nature. C'est hyper important. J'ai l'impression que les enfants aujourd'hui sont complètement déconnectés de ce que c'est la nature. Et je pense qu'il y a un vrai besoin de les reconnecter avec notre environnement. Ouais, non, c'est sûr, c'est important. En plus, il y a une nouvelle génération, donc on attend peut-être trop d'elle d'ailleurs, mais ouais, je pense que ça, enfin. La génération de mon fils, j'ai envie de te dire, quand il aura 20 ans, le monde sera passé du tout au tout, hein, j'en suis convaincue. Donc, je pense que voilà, aujourd'hui, tu vois, je suis encore plus motivée pour changer les choses parce que je me dis, moi, j'ai pas envie qu'à 20 ans, il soit sur une terre complètement aride et qu'il se battent pour sa survie. Donc, moi, je pense que eux seront les héritiers de ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. Ouais, on a vraiment notre rôle à jouer. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais. Et c'est vrai que j'ai remarqué, je te suis depuis déjà pas mal de temps et ton compte Instagram, il est de plus en plus engagé, vraiment politiquement même, j'ai l'impression, sur les questions de racisme notamment. On en parlait d'écologie coloniale et tout, on en parlait juste avant, mais est-ce que tu as vraiment ressenti le besoin de libérer ta parole sur ces sujets? Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à vraiment devenir plus politiquement engagé? Je pense que j'en avais assez en fait du côté lisse d'Instagram, du côté politiquement correct justement, alors qu'il y avait des injustices complètement folles qui se passaient dans notre pays, hein, même pas à l'international, hein, si on se concentre sur ce qui se passe dans notre pays. Et quelquefois, j'ai pris la parole, en fait, on va dire au cours de ces 2 dernières années, j'ai pris la parole quelquefois, ça a été plutôt bien accueilli, même si en général, quand on parle de problèmes sociétaux, en général, ça ne plaît pas trop. Surtout sur un réseau social comme Instagram où tout n'est que paraître, j'ai envie de te dire. Mais du coup, ces derniers mois, en fait, je pense que le confinement, clairement, m'a boosté à prendre la parole parce que je crois que ça a été un vrai catalyseur, tu vois, un vrai catalyseur. J'ai été très, très en colère, en fait, pendant le confinement, pendant tout ce qui s'est passé, notamment l'affaire George Floyd, etc. Et je me suis dit, je peux plus rester comme ça, j'ai une audience. J'ai un peu plus de 30 000 personnes qui me suivent. C'est égoïste de ne pas utiliser ma visibilité pour des causes qui me dépassent et qui, comme je te disais plus tôt, sont intimement liées à l'écologie. Et si les personnes ne peuvent pas comprendre que ces causes-là sont liées, moi, je peux rien faire et qu'elles partent. Parce qu'en général, c'est vrai que quand tu prends la parole sur ce genre de sujet, t'as beaucoup de personnes qui t'unfollow. Mais voilà, je me suis dit, voilà, j'ai de l'audience, il faut que j'en parle, je ne peux plus me retenir, je ne peux plus. Ouais, c'était un vrai besoin. Et d'ailleurs, tu vois, ça me fait penser à une question que j'avais pas forcément prévue, mais c'est comment de grandir, de se construire en tant que femme racisée en France, avec tout le racisme qu'on connaît aujourd'hui? Comment on fait pour se construire correctement? Vaste question. Je sais, c'est un peu philosophique, mais... Écoute, déjà, tu vois, tu grandis en étant consciente que tu vas doublement souffrir en fait dans ton parcours et dans la vie à chaque fois que tu voudras quelque chose.
en étant une femme, déjà, on en bave. Mais en plus, quand tu es une femme racisée, tu fais partie des populations les plus vulnérables, hein, finalement, par rapport au système dans lequel on vit. Et on grandit, en donnant toujours 2, 3, 4, 5 fois plus. Mais ça devient normal, en fait. On se dit, tu vois, on normalise un petit peu le fait de se dire, de toute façon, je le sais que je dois donner toujours plus. Et moi, c'est cette normalisation que j'avais envie de casser. Et j'avais envie de transmettre ce côté où on a l'impression que le racisme, c'est vraiment l'apanage, tu sais, du tonton raciste des dîners, que c'est pas beaucoup de personnes, etc. Mais en fait, j'avais vraiment envie de mettre le doigt sur le fait que le système entièrement est raciste et le système entièrement nous opprime en fait et nous oppresse. Et du coup, grandir en tant que femme racisée, écoute, c'est un combat tous les jours, ou presque. Mais voilà, je pense qu'il faut pas arrêter et qu'aujourd'hui, la parole s'étant libérée, il faut la saisir, cette parole, et il faut transmettre tout ce qu'on vit pour faire comprendre que quelque chose cloche et qu'il est grand temps d'y remédier. Ouais, et t'as l'impression que ta voix est suffisamment écoutée parce que très honnêtement, enfin, il y a une invisibilité, alors des femmes déjà, mais encore plus des femmes racisées dans les médias notamment. C'est assez, moi ça me fait assez halluciner. T'as quand même l'impression que ta voix est écoutée. Alors toi, t'as ta plateforme, peut-être que ça t'aide à prendre conscience que ta voix a une importance. Écoute, oui, parce que oui. Si tu veux, en termes, par rapport à moi, mon message, ma communauté, etc., je me sens écoutée, je sens que le message est bien reçu, etc. Mais puis quand tu sors de ta bulle et que tu regardes les médias traditionnels, là, tu prends un coup et tu te dis, oui, on a encore beaucoup, 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 beaucoup de chemin à faire, quoi. Ouais, j'imagine. Et parfois, c'est hyper blasant. J'ai eu un burn-out, cet été, un burn-out un petit peu du fait que je luttais sans cesse depuis des semaines et des mois et des semaines et des mois. Je partageais beaucoup de contenu militant, etc. Et puis en fait, parfois, tu fais un burn-out et tu te dis, wow, j'ai l'impression que rien n'avance, il faut que je prenne du recul là. Ouais, c'est vrai que le burn-out militant, il est de plus en plus mis en avant puisque c'est vrai que c'est épuisant de se battre tout le temps pour les mêmes causes, pour essayer de faire entendre sa voix. Quand on nous la donne pas, c'est pas facile, quoi. Oui. Et d'ailleurs, je vais te poser une question que je pose parfois à mes invités qui peut déstabiliser, mais enfin ça dépend. Si je te dis que tu es une personne engagée, militante, tu me réponds quoi ? J'ai eu beaucoup de mal en fait avec ce terme parce que j'ai toujours l'impression que je fais pas assez et puis j'ai un syndrome de l'imposteur assez dingue, mais je crois que oui, on peut me considérer comme étant quelqu'un d'engagé. En tout cas, j'essaye de me dire que je suis quelqu'un d'engagé et en tout cas, c'est la ligne édito et la ligne de conduite que je mène personnellement. Oui, parce que ça se sent même dans les messages que tu transmets. Voilà ce que je disais politique, mais voilà, c'est militant. On sent que ça t'anime au plus profond de toi, quoi. Et on va parler aussi un petit peu de la période un peu étrange qu'on est en train de vivre. T'en parlais aussi juste avant de ta prise de conscience pendant le confinement, que t'avais envie d'être plus engagée politiquement. Comment tu l'as vécu ? Enfin, comment tu vis cette période ? Comment t'as vécu le confinement, l'après, de façon plus générale ? Alors le confinement, ça allait, étant assez casanière, ça va, mais en fait j'ai un contre-coup aujourd'hui. J'ai un contre-coup là en ce moment, je suis un peu sur les rotules et tout et je me rends compte qu'en fait on a vécu un truc assez dingue. Et comme je te disais en fait pendant le confinement, à force de me nourrir, si tu veux, de contenu militant, engagé, etc., je suis arrivée cet été à un point où j'étais fatiguée mentalement. J'étais hyper fatiguée mentalement, donc j'ai pris du recul. Mais ouais, je ressens le contre-coup aujourd'hui au niveau de la fatigue, même tu sais au niveau perso avec un bébé. C'était hyper compliqué en fait d'être solo avec le papa pendant toutes ces semaines avec un tout petit bébé à l'époque il avait 7 mois je crois et de pas avoir de relais. C'est vrai que à titre personnel c'était hyper compliqué. Après honnêtement pour moi ça a été une période moteur. Ouais, moteur en fait. Ça a été une période moteur parce qu'elle a complètement changé ma vision des choses et ça a complètement changé aussi ma ligne édito du coup sur Instagram.
Ouais, c'est ce que tu disais, que tu as eu besoin de t'investir encore plus, enfin d'être encore plus militante, c'est ça? Ouais, complètement. En fait, je me suis rendu compte que si on en était arrivé là, à une pandémie comme ça, c'est qu'il y avait des dysfonctionnements énormes en fait, des dysfonctionnements énormes et qu'en fait tous ces dysfonctionnements étaient liés. Et puis en fait, il y a une visibilisation, si tu veux, de la précarité, une visibilisation de tout ce qui n'allait pas dans notre système, de tout ce qui n'allait pas, par exemple au niveau des hôpitaux, etc. En fait, c'est comme si on s'était pris un shot de réalité, tu vois. Et ouais, et en fait, j'ai ressenti beaucoup de colère et j'ai transformé cette colère en militantisme, si tu veux. Ouais, c'est bien d'être capable, enfin, d'arriver à transformer la colère en quelque chose de positif, de moteur, comme tu dis. Ouais, je sais pas si on peut dire que c'est pleinement positif parce que ça me fatigue aussi, hein. Honnêtement, voilà, quand tu creuses certains sujets, voilà, il y a des moments où tu te sens pas bien. Ouais, ça peut être démoralisant. Ouais, surtout en étant maman. Mais je pense que c'est important, en fait, déjà d'accueillir la colère et puis de se dire que c'est totalement normal et c'est pas grave d'être en colère et que c'est une émotion totalement valide. Parce que c'est vrai qu'on est dans voilà, on a l'impression parfois que c'est un petit peu, comment dire, vulgaire d'être en colère, que c'est pas bien d'être en colère. Mais non, c'est très très bien d'être en colère. Ça veut dire que ça cogite. Et si on peut transformer cette colère en quelque chose comme je te disais, en moteur et se nourrir de cette colère pour aller plus loin, bah écoute, c'est tout bénef, quoi. Ouais, et surtout pour une femme, en fait. Une femme en colère, c'est pas bien vu dans la société patriarcale dans laquelle on est. Ouais. On n'est pas censé être en colère, on est censé bien se comporter, donc. Ouais, bah tu sais le fameux qualificatif d'hystérique. Exactement. Ouais, donc c'est ouais. Non, c'est pas bien vu, mais je pense que on a besoin de plus de femmes en colère. Je suis d'accord. Et est-ce que ça a eu un impact sur, alors, t'avais déjà changé tes habitudes d'achat, mais alors est-ce que ça a conforté plutôt tes habitudes de consommation, d'achat, notamment de vêtements de l'industrie textile? Est-ce que ce confinement, ou en tout cas cette période, t'a conforté dans tes choix de vie, de changement? Bah écoute, j'étais déjà assez sûre de moi, donc non, ça a pas changé grand-chose. En fait, je savais déjà tout ça et j'ai déjà entamé ma transition et mon cheminement depuis assez longtemps pour être confortée pour avoir été confortée dans mes choix, depuis un moment. Donc pas spécifiquement, non. Oui, ça n'a pas eu d'impact vraiment sur ta façon de consommer. Et est-ce que tu penses que ça a changé peut-être ta manière de penser ton rôle de blogueuse et influenceuse? Alors, on l'a un peu dit sur tous les messages que tu as aujourd'hui envie de faire passer encore plus fort qu'avant, mais sur ton rôle de façon générale de blogueuse et influenceuse, est-ce que ça a changé ta manière de le voir? Mais disons que je me suis rendu compte qu'en fait le confinement c'était un petit peu la course à la productivité, à qui avait la journée la plus remplie, etc. Et j'ai trouvé ça vachement toxique en fait, alors qu'on était en pleine pandémie. Et du coup je me suis donné pour mission de déculpabiliser en fait, de déculpabiliser, de dire bah c'est ok si t'as rien fait de ta journée. Il y a aucun problème. Et en fait, je me suis dit que je vais garder cette ligne de conduite tout le temps parce que c'est hyper important de pas donner cette image de la blogueuse parfaite qui fait son yoga à 6 heures du matin, qui mange son petit bol de granola maison et qui mange super healthy toute la journée et qui est tout le temps toute pimpante et tout. Non pas que je critique ces femmes-là et c'est très bien si elles sont comme ça, c'est juste que je pense que on était dans une période où c'était hyper compliqué pour de nombreuses personnes et toute l'année, c'est compliqué pour de nombreuses personnes. Donc, je pense que moi, j'ai pris la décision de plus être dans la position de la blogueuse qui culpabilise. Tu vois? Je sais pas si je suis hyper explicite dans ce que je dis, mais j'ai envie de juste être moi, de montrer la réalité telle qu'elle est. Ouais, d'être toi, en toute transparence en fait. On revient toujours à ces notions-là de transparence et d'honnêteté, que ça soit pour les marques, mais finalement pour les gens aussi, c'est important. Ouais. Et c'est vrai qu'on parle souvent du monde d'après. Alors j'ai un peu de mal avec cette notion parce que je trouve que c'est difficile de se projeter autant. Enfin, c'est un peu compliqué pour moi, mais voilà. D'après toi, enfin, il va ressembler à quoi pour toi? Est-ce qu'on peut espérer quand même des changements profonds de la société, de nos habitudes de consommation? Est-ce que tu es assez optimiste ou pas sur ce que tu peux constater autour de toi, si ça a eu un impact sur ton entourage, sur leur façon d'acheter des vêtements, de consommer de façon générale?
Alors, une partie de moi travaille sur des imaginaires positifs. Donc, j'imagine un retour aux sources, une vie plus solidaire, plus égalitaire, plus slow, tu vois. Et là, quand j'imagine ça, je me dis, oh là là, j'ai trop hâte, en fait. J'ai trop hâte d'être à cette période. Et puis, j'ai une autre partie de moi qui est hyper pessimiste, même si j'essaye de la faire taire, parce que, comme je te disais tout à l'heure, voilà, j'ai un enfant et c'est hyper toxique de réfléchir comme ça. J'ai l'impression que le confinement a changé la vision de beaucoup de personnes. Parce qu'il y a plusieurs sources qui ont démontré que finalement cette pandémie venait de nos comportements excessifs et du côté extractiviste pardon des entreprises, de notre système. Donc j'ai bon espoir. J'ai l'impression que les générations qui suivent la mienne, donc la génération Z, est vraiment plus mobilisée, plus activiste depuis quelques mois. Donc je me dis que ouais, ça peut changer quelque chose. Je pense que beaucoup de personnes ont changé, en tout cas pendant cette période. Ça a été des rétrospectives pour beaucoup de personnes. Et voilà, je pense que l'essentiel c'est de se concentrer sur les bonnes choses pour le moment, ce que les gens font de bien, mais surtout de se dire que finalement les comportements individuels ils changeront et c'est bien, mais concentrons-nous sur la solidarité et surtout concentrons-nous sur les vrais pollueurs et les vrais problèmes. Ouais, parce que c'est vrai, on parlait, tu parlais tout à l'heure de cette notion de lier le social à l'écologie, et c'est vrai que dans la mode éthique, c'est encore très compliqué parce que, alors évidemment, il y a la seconde main, le vintage, mais alors tout le monde n'y a pas forcément accès. Enfin, c'est une autre manière de penser qu'on peut pas obliger, qu'on peut pas imposer aux gens, mais c'est compliqué parce que cette mode éthique, elle est encore elle est plus chère que le reste. Elle est pas forcément tout le temps inclusive. Je sais pas ce que t'en penses, mais notamment dans les tailles. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent et on me fait souvent la réflexion en me disant, bah oui, mais moi, je peux pas m'habiller malheureusement comme ça parce que on me propose pas ma taille. Ouais. Et je voulais savoir ce que t'en pensais de ça, parce que toi, pour toi, comme c'est super important pour toi de lier les deux, vraiment ce social, ces injustices et à la fois ce côté environnement, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, j'ai fait un post justement il y a pas très longtemps sur l'inclusivité des marques éthiques et je trouvais ça quand même assez lunaire de se proclamer éthique et de ne pas être inclusif. Parce que pour moi, les deux vont de pair. Que ce soit inclusif dans tes tailles ou dans ta communication, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus être une marque qui ne présente que tu sais, la jeune femme blanche avec un 34-36, ce n'est plus possible. Et malheureusement, il y a beaucoup de marques éthiques qui ont pris la facilité, qui sont engouffrées dans la facilité de reprendre les codes qui sont en place depuis des décennies maintenant. Et moi ça me révolte assez, pour te dire à titre personnel. Donc avant ma grossesse, je pouvais trouver un petit peu partout ce que j'avais envie de mettre puisque je faisais un 40, mais du coup depuis j'ai grossi et aujourd'hui il est quasiment impossible de m'habiller avec des marques éthiques. Et c'est dingue. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte, je me suis dit mais en fait il y a rien à ma taille. C'est assez catastrophique, je trouve, comme constat, et c'est triste en fait. C'est hyper triste de se dire que on va sortir la carte on n'a pas le budget et ça se vend pas. Alors qu'en fait, quand on s'appuie sur des chiffres, on se rend compte que le 42 est la taille la plus vendue en France. Donc c'est qu'il y a un problème. Je pense qu'il y a une volonté aussi esthétique. Il y a certaines marques qui ont cette volonté esthétique d'être portées par le cliché de la bobo parisienne, toute fine, etc., etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand on se dit éthique, c'est impératif de penser à toutes les morphologies. Je suis d'accord avec toi. Et tu vois, moi, je m'en étais pas rendu compte avant. Je vais être totalement transparente parce que je pense que je rentre dans le critère justement de la bobo parisienne. Et j'avais pas vraiment pris conscience de ce problème au départ. Quand j'ai commencé le podcast il y a 2 ans. Et là, ça fait vraiment pas mal de temps où on me fait de plus en plus la réflexion. Et j'ai vraiment pris conscience du problème en re-regardant en fait avec un œil nouveau les marques éthiques. Et c'est vrai, c'est assez hallucinant. Ouais. C'est dingue. Ça va jusqu'au 40 en fait. Non. C'est pas possible. C'est pas possible de continuer. Et en fait,
c'est comme si on disait que les femmes plus rondes n'avaient pas le budget de s'acheter de l'éthique, quoi. Enfin, c'est trop. Enfin, je sais pas. Je comprends pas en fait. Alors qu'il y a des marques vraiment en mode éthique qui ont pris qui ont pris la décision dès le début d'inclure toutes les personnes et toutes les femmes en fait. Et c'est totalement normal. Je sais pas. Après, je n'ai pas de marque de vêtements. Je ne sais pas si ça coûte plus cher de rajouter des centimètres. Mais bon, voilà. Oui, non, bien sûr, évidemment que généralement c'est ça. Hein, voilà, on te dit c'est vrai que ça coûte plus cher de faire plus de taille, ce que je peux entendre, mais je pense qu'on est dans un moment de la société où finalement ça c'est plus de l'ancien monde que du nouveau monde qu'on a envie de construire. Ouais. Et là on parle des tailles, mais il y a aussi la visibilité dont tu parlais. Il y a eu un mouvement sur Instagram pour dénoncer un peu les marques qui ont pris parti contre le racisme, notamment aux États-Unis, mais qui en fait, quand tu regardes leur Instagram, ce sont uniquement des personnes blanches, fines, bon voilà, mais des personnes blanches quoi. Ça aussi c'est assez catastrophique. Et quand tu regardes les employés aussi. Et ouais. Du coup, moi, ce que j'ai fait dans mon post sur l'inclusivité, j'ai dit, marquez les marques, du coup, qui ne vous semblent pas inclusives. Et les abonnés, du coup, ont pris le parti de mentionner toutes ces marques éthiques, donc, sur le papier, mais qui n'étaient pas inclusives. Et, du coup, il y a Aglaya, la marque de bijoux, qui a bien pris connaissance du message et qui m'a écrit et qui m'a dit donc c'est Karine, la fondatrice, qui m'a écrit, qui m'a dit on se rend compte qu'en fait on n'est pas du tout dans une bonne dynamique, et elles ont choisi tout de suite après, en réponse à tout ça, une égérie, donc une femme noire. Et j'ai trouvé ça génial. Si ça peut faire changer les mentalités, c'est tant mieux. Ouais, ça peut vraiment profondément faire changer les mentalités, ça je suis d'accord avec toi. Ça peut entraîner un changement profond, parce que finalement faut tout revoir. Ouais. C'est tout un modèle qu'il faut déconstruire, donc je crois que c'est important de le faire aujourd'hui. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est encore plus important de soutenir les entreprises durables avec tout ce qu'on vient de vivre, avec cette épidémie, enfin cette pandémie, ce confinement? Est-ce que c'est pas encore plus nécessaire de les soutenir? Ah mais complètement, surtout que c'est celles qui ont le plus souffert, je pense, de la période du confinement. Tant qu'on est dans un système comme le nôtre, c'est hyper important de soutenir les entreprises vraiment durables et qui œuvrent à un meilleur lendemain finalement. Ouais, c'est clair. Et bon, là, on va arriver sur des questions un peu plus politiques, mais peut-être que ça te parle, parce que comme tu t'es plus engagée sur ce côté-là. Est-ce que tu penses que le gouvernement français, enfin, ou même l'Union européenne, en fait, devrait s'investir plus pour contraindre les marques à changer, pour les contraindre à être plus responsables? C'est primordial. Et sans ça, on peut pas le faire, nous, en tant que consommateurs. Moi, j'ai longtemps cru que le consommateur avait le pouvoir de changer les entreprises. Mais je me rends compte qu'en fait, on a beau se tourner vers des options plus durables, on a beau soutenir des entreprises plus durables, on se dit que c'est David contre Goliath, en fait, clairement. Et du coup, sans restriction légale, sans pression des États, les entreprises sont dans l'impunité la plus totale. Et vraiment, malheureusement, aujourd'hui, c'est tout le contraire qui se passe. Mais la solution, là, du coup, c'est du lobbying citoyen, quoi. Ouais, c'est le boycott aussi, par exemple. Je sais pas si ça, c'est quelque chose... Le boycott, le fait de bien choisir les personnes qu'on élit à la tête des États et des mairies et des collectivités. Enfin, voilà. Oui, il faut vraiment militer et aller plus loin, si tu veux. Moi, je dis souvent qu'il faut aller plus loin que notre gourde en inox et notre robe éthique, tu vois. Faut aller plus loin aujourd'hui. Et même de l'autre côté, est-ce que tu penses que c'est aussi au rôle du gouvernement ou l'Union européenne, même chose, de soutenir les entreprises responsables? Mais complètement. C'est en fait, on a l'impression que c'est illogique dans le monde dans lequel on vit, mais en fait, finalement, les entreprises qui font du bien, qui ne polluent pas, qui sont éthiques sur toute la ligne, qui payent de façon juste, etc., c'est celles qui se battent le plus, et c'est celles qu'on voit. Moi, je le vois par exemple dans la mode éthique, le nombre d'entreprises qui ont dû fermer leurs portes parce que c'est dur. C'est horrible, quoi. On se dit, mais il y a aucune aide. C'est hyper dur, quoi. On a l'impression que ces marques-là ne font que se battre et ne reçoivent aucune aide, quoi. Ouais.
Et comment tu penses que le gouvernement devrait s'impliquer davantage? Je ne sais pas si tu as des idées. Alors, évidemment, on n'est pas des élus, mais on peut quand même avoir notre point de vue sur la question. Comment tu penses qu'il pourrait s'impliquer davantage, enfin, le pouvoir politique de façon générale? Mais tu vois, la convention citoyenne qui a été mise en place il y a quelques mois, c'était une super idée. C'était une idée extraordinaire. Mais bon, après, faut-il encore que les préconisations soient mises en place? Après, si tu me poses la question à titre personnel, pour moi, rien ne va dans notre système aujourd'hui, notre gouvernement, la façon dont on est gouverné. Donc, en fait, la solution, ça serait de changer du tout au tout. Délire de meilleur gouvernement, quoi. Ouais. Mais est-ce que tu penses qu'au niveau législatif, est-ce que imposer des lois, je sais pas, par exemple, interdire le polyester, je sais pas, hein, je lance une idée comme ça. Est-ce que tu penses que ça aurait un sens et ça pourrait faire avancer les choses? Alors, je suis pas spécialiste de la question du polyester, mais évidemment que ça pourrait faire changer les choses. Mais le problème, c'est qu'en fait, le gouvernement a une vision ultra en fait, la vision du gouvernement est liée à l'économie, est liée à la croissance. Donc, au final, ils vont se dire que c'est des entreprises qui vont fermer. Et du coup, au lieu de penser aux alternatives qui vont être créées et qui vont créer de l'emploi, ils vont plus se dire que les grosses entreprises vont fuir la France et vont aller s'installer ailleurs. Et du coup, c'est pas bon pour eux, quoi. En plus, on l'a démontré plusieurs fois que écologie et économie étaient complètement compatibles et qu'on pouvait faire de l'argent en étant écologique. Oui, c'est vrai. Donc, après, moi, je suis dans une vision où je me dis que on est dans un système capitaliste et rien n'est concrètement, hein, si on prend de la hauteur, il n'y a pas de consommation vraiment éthique à 100% dans un système capitaliste parce qu'on a envie de faire de l'argent et faire de l'argent, ça devrait pas être le nerf de la guerre. Mais bon, puisqu'on est dans ce système-là, autant faire de l'argent de façon éthique. Exactement. Et on va arriver donc à la question donc qui va ponctuer donc toutes ces discussions pour ce projet. Donc tu partages toi souvent des marques, des démarches de mode responsable, on l'a dit, hein, sur ton compte Instagram, ton blog. Est-ce que tu pourrais partager avec nous ici les marques, les entreprises qui t'inspirent le plus et surtout nous donner quelques détails sur leur démarche? Oui, alors moi, une des premières marques de mode éthique que j'ai connues, c'était Loom. Et j'adore cette marque parce que elle représente vraiment pour moi l'entrepreneuriat slow et éthique dans toute sa splendeur. Depuis des années que je les suis et que je les connais, en fait, la gamme de vêtements ne s'est pas développée de façon exponentielle. Ça répond à des besoins concrets. C'est hyper slow en fait comme type d'entrepreneuriat et j'apprécie beaucoup. Et ce que j'aime beaucoup chez Loom, c'est qu'en fait ils ont une démarche pédagogique. Leur newsletter, quand on les reçoit, je sais pas si c'est tous les mois, mais en tout cas à chaque fois que j'ai une newsletter de Loom, je m'empresse de la lire parce qu'il y a toujours plein d'informations. Ils sont hyper engagés. Honnêtement, c'est une entreprise que j'aime beaucoup. Et si je peux me permettre de rajouter aussi, c'est vrai que Julia Ford, donc qui est la cofondatrice de Loom, elle a une vision très je trouve très moderne, très inspirante sur la croissance notamment, où elle dit on peut grandir, une entreprise peut grandir, mais il faut qu'elle le fasse lentement, de façon raisonnée, de façon réfléchie. Faut pas grandir pour grandir et faire de l'argent, ça n'a plus aucun sens. Il vaut mieux, elle dit ça dans un TEDx, il vaut mieux une forêt avec plein de petits arbres qu'une forêt avec 3 gros arbres qui prendraient toute la place. Ouais. Et je trouve que l'image est assez vraie, assez parlante. Mais c'est même parfait et ça rejoint un petit peu ce que je te disais juste avant et c'est même mieux, c'est mieux dit, c'est que on n'a pas à viser la croissance exponentielle à tout prix et on peut croître, on peut être hyper éthique et faire de l'argent mais de façon totalement raisonnée et raisonnable et c'est génial quoi. Moi j'ai toujours ressenti ça de la part de Loom et j'aime beaucoup cette marque. Ouais. Alors à titre, un petit coup de cœur vraiment perso, c'est Tagine Banane, c'est des vêtements d'allaitement donc qui sont fabriqués au Portugal et c'est une marque qui a révolutionné l'allaitement et c'est un sujet qui me tient à cœur et du coup allier mode éthique et maternité, ça a été je sais pas, ça a été la meilleure idée quoi. Et du coup je l'ai découvert il y a
un peu moins de 2 ans, et le fait que, enfin, la croissance de cette marque et l'identité de cette marque, enfin, ça prouve qu'il y avait un réel besoin, et j'adore cette marque et j'adore suivre les aventures d'Alison, la fondatrice. Ouais, j'adore cette marque et elle m'inspire beaucoup. Et ma dernière découverte mode éthique, c'est Maline Bodywear. C'est une marque de maillots de bain. Et pourquoi j'avais envie de les mettre, enfin de t'en parler aujourd'hui, c'est parce que pour moi, eux ont compris le terme d'inclusivité. Ouais, je suis d'accord sur les tailles, sur les images sur leur Instagram par exemple. C'est vrai que c'est hyper, c'est très inclusif. D'autant que quand tu vois encore l'inclusivité dans les marques traditionnelles, les marques de fast fashion, etc. Ça commence, enfin c'est bien installé hein, aujourd'hui. S'il y a quelque chose qui a bien avancé de ce côté-là, c'est que c'est bien installé. On voit beaucoup de visages différents, etc. C'est même devenu une technique marketing à part entière. Mais du coup, quand t'es comme moi ou t'es dans ton microcosme green éthique, et ben tu suis des marques qui portent les mêmes valeurs écologiques que toi, mais au final tu vois tout le temps les mêmes visages. Et en fait Maline, ça a apporté un vent de fraîcheur dans mon feed Instagram, tu vois, et franchement ça m'a fait beaucoup de bien de voir autant de corps, autant de couleurs de peau. C'est extraordinaire. Et si je dis pas de bêtises, c'est made in France, je crois, hein, les maillots de bain. France, ouais. Ok, ouais, donc démarche jusqu'au bout, une fabrication locale et en plus une marque inclusive. On valide aussi. Et alors là, on arrive à la dernière question, un rituel de ce podcast. Est-ce que tu as des modèles dans la vie ? J'ai pas vraiment de modèle. J'ai plutôt des valeurs et des aspirations de vie. Moi, si tu veux, mes valeurs, ça va être la bienveillance, la solidarité, et puis j'ai envie de te dire la lutte. Et voilà, c'est plus ça en fait qui me motive et qui m'anime. Que tu vas aller piocher du coup chez différentes personnes et c'est ça qui va t'inspirer. Et dans mon vécu aussi, donc ouais. Ouais, ça résume plutôt bien qui tu es, je crois, pour cette question de fin. Bah écoute, merci infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions et puis de participer à ce projet. Je suis vraiment ravie d'avoir pu échanger avec toi. Merci à toi Chloé, ça me fait hyper plaisir. Merci à Asma d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son, et à la boutique RP de nous accompagner dans ce projet. N'oubliez pas de partager vos marques de mode responsables préférées sur les réseaux sociaux en taguant @nouveaumodèle.podcast et en utilisant le hashtag #UneModeMeilleure. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.